Mais qui veut la peau de la cigarette électronique? Élise Bronsard a enquêté en France. Une boutique en banlieue parisienne. Il y en a 1500 en France spécialisées dans la vape, la cigarette électronique. On en trouve de toutes les tailles, de toutes les formes, des liquides pour vapoter avec ou sans nicotine, et surtout, un univers de saveurs infini. Le plus fou que j'ai rencontré, c'est la gaufre au poulet. Voilà. Il y a la pizza aussi qui existe. Si la cigarette électronique est un plaisir, elle est avant tout un outil de sevrage tabagique. J'ai essayé le patch, l'hypnose, je sais pas quoi, ça n'a jamais marché. Et dès que j'ai commencé la cigarette électronique, je n'ai plus jamais retouché une cigarette. Comme Dominique en France, 400 000 personnes ont définitivement lâché le tabac pour adopter la e-cigarette. Et 1,5 million de Français l'utilisent régulièrement. Mais depuis quelques mois, les vapoteurs et les commerçants de ce secteur sont inquiets. Une directive européenne pourrait bientôt les empêcher de vapoter tranquillement. La vape existe depuis combien d'années? Le début 8 ou 10 ans. Voilà, on va dire 8 ou 10 ans. Et on a l'impression qu'on vient nous agresser comme on l'a jamais fait contre la cigarette. Et c'est ça qu'on comprend pas. Cette directive sera appliquée en France à partir de mai prochain. Elle prévoit l'interdiction de la publicité, la limitation de la contenance des réservoirs et des flacons de liquide, mais impose aussi des normes très contraignantes pour les fabricants. Alors, qui veut la peau de la e-cigarette? Depuis 3 ans, à Bruxelles, 2 puissances économiques ont rivalisé d'efforts pour étouffer ce nouveau concurrent, l'industrie pharmaceutique et celle du tabac. Nous avons rendez-vous dans un hôpital parisien avec un pneumologue qui connaît très bien le lobby pharmaceutique. Vous continuez à vapoter, vous achetez du moins dosé pour... Ce tabacologue, auparavant sceptique à l'égard de la e-cigarette, la recommande aujourd'hui à ses patients. Il y a des produits dedans, c'est pas tout à fait inoffensif, mais c'est des doses très faibles. Et alors par rapport à la cigarette, c'est tellement inférieur. Les Anglais sont pessimistes, ils disent que c'est 95 fois moins dangereux. Alors, de mon point de vue, c'est beaucoup plus que 95 fois, c'est 99, quelque chose fois moins dangereux que le tabac. Comme Bertrand Dotzenberg, ils sont des centaines de médecins en France à avoir adopté la e-cigarette et délaissé en partie le patch, fabriqué par les laboratoires pharmaceutiques. Ils ont perdu 2/3 des ventes des substituts nicotiniques avec l'arrivée de la cigarette électronique. Oui, donc il y a un problème pour eux. En 2013, alors que l'Europe s'apprête à réguler la e-cigarette, les laboratoires pharmaceutiques tentent de mettre la main dessus. Les labos, ils voulaient que ça soit éventuellement à eux, ils demandaient, etc. Et avec un lobby de GSK en particulier, enfin des grands labos pharmaceutiques, qui voulaient que ce soit encadré, surveillé, etc. Nous nous sommes procurés des échanges de mails entre GSK, l'un des leaders du patch, et la Commission européenne. Leur objectif est clair. Vous devriez classifier la cigarette électronique comme un médicament. Et la pression fonctionne. Dans la première mouture de la directive, la Commission classe la e-cigarette dans les produits pharmaceutiques. Une absurdité selon Frédéric Ries, député belge libéral au Parlement européen. La cigarette électronique était envoyée en casse-prison, pour le dire comme ça. Elle était assimilée à un médicament avec toutes les pénalités que cela signifie. Ça voulait dire dans plus de la moitié des États membres la vente uniquement en pharmacie. Ça voulait dire des phases de tests d'essai extrêmement compliquées. Enfin, ça voulait dire une restriction à tous les égards et des obstacles à l'accès de ceux qui, non d'une pipe, tentent juste d'essayer d'arrêter de fumer ou de fumer moins. Parce que c'est ça. Grâce à un amendement, Frédéric Ries a pu sortir la e-cigarette du giron de l'industrie pharmaceutique. Mais un autre lobby sort alors de l'ombre. Les géants du tabac. Ils n'ont pas vu venir la cigarette électronique et leurs ventes sont en baisse. Les parlementaires européens, ils les connaissent bien. Philippe Maurice n'a pas hésité à les ficher, comme l'atteste ce document, longtemps confidentiel. À chaque député, un code couleur. En vert, les députés favorables à leurs arguments. En jaune, les indécis. Et en rouge, les anti-tabac. Ils sont moins de 15%, dont Frédéric Ries. On a travaillé dans un environnement, je le disais, qui était pas favorable, qui était même hostile, avec certains députés de certains États membres qui restent quelque part assez à l'écoute de certains enjeux économiques et du secteur du tabac, pour ne pas le nommer. Le 3 avril 2014, l'industrie des cigarettes gagne la partie. Les députés européens adoptent une directive qui assimile la cigarette électronique à un produit connexe du tabac. Publicité interdite donc, des réservoirs limités, mais ce que redoutent le plus les fabricants indépendants de e-liquide, c'est la déclaration administrative de chaque produit. Fastidieuse, mais surtout coûteuse.
Les producteurs de liquide comme Charlie Perrault n'ont pas pesé lourd dans les négociations. Il est inquiet. Si on regarde les liquides, il est question de faire payer un montant relativement exorbitant pour sa déclaration. Donc en mettant un droit de péage extrêmement cher, ça va éradiquer toute l'innovation et toutes les petites boutiques de la cigarette électronique. La directive a été écrite pour resserrer et qu'il n'y ait plus que quelques producteurs, surtout ceux qui ont de l'argent. Et si la directive européenne avait été taillée sur mesure pour les 4 grandes multinationales du tabac ? Depuis 2012, ces sociétés investissent massivement dans la conception de nouvelles e-cigarettes. Des modèles calibrés, conformes à la directive, avec des cartouches de liquide pré-remplis, des gammes de saveurs réduites et une force de frappe commerciale. Leur réseau de 25 000 buralistes en France. On visse. Voilà, donc là c'est l'arôme oriental. L'arôme oriental. Donc il n'y a pas de bouton pour l'allumer. Elle s'allume automatiquement par l'aspiration. Elle fait une petite lumière comme une cigarette. Presque un jeu d'enfant. Les cigarettiers seraient-ils en train de scier la branche sur laquelle ils sont confortablement assis ? Pour le professeur Dotzenberg, leur calcul serait en fait bien plus pernicieux. Toutes les cigarettes électroniques faites par l'industrie du tabac ressemblent à les cigarettes, ne sont vendues que chez les buralistes. Il y a le petit bout rouge qui s'allume. Et dans l'idéal, on est obligé de prendre 15 bouffées d'un coup et de s'arrêter après pour reproduire finalement les courbes de nicotine qu'on a avec le tabac. Et elles sont faites pour être mises dans le paquet de cigarettes, en gros pour utiliser là où on ne peut pas fumer. Elle serait surtout le moyen pour les fabricants de cigarettes d'attirer encore les clients dans les bureaux de tabac. C'est l'analyse de cet universitaire spécialisé en économie comportementale. Le vapoteur qui essaie de se construire une nouvelle identité de vapoteur, s'il va acheter ses produits dans un bureau de tabac, il y a ce qu'on appelle une dissonance cognitive, qui est que son identité d'ancien fumeur en fait, va le rattraper et va empiéter sur son identité de vapoteur qu'il essaie de construire. En 2016, tous les pays de l'Union devront appliquer la directive européenne des produits du tabac. La France va déjà plus loin en interdisant de vapoter dans les espaces publics. Elle fixera dans quelques semaines le coût d'homologation pour les liquides.